Alors, bonsoir Hervé. Écoute, merci d'avoir accepté Bonsoir mes chers amis cette et camarades. soirée que j'espère passionnante. Écoute, ce que je te propose là, c'est que tu as autant de minutes que tu veux pour nous parler de toi et un petit peu et de la situation comme tu la vis. Et puis ensuite, on abordera un petit peu plus en détail ta vie et ton œuvre. De Vas-y, moi et de la situation. les deux, ou d'abord toi et la situation après. Parce que j'ai vu que tu avais l'air très optimiste sur les évolutions possibles en politique. Donc, et puis après, bon, on passera à un échange un petit peu plus large. Mais je vais d'abord cuisiner un petit peu, hein, et puis après, on verra. Alors, de quoi il s'agit? Bon, pour ce qui me concerne, ben, c'est toujours moi, là. J'écris des... pour ceux qui ne me connaissent pas bien ou pas du tout, j'ai été prof pendant 38 ans. Je suis à la retraite depuis 4 ans maintenant déjà. Euh, et voilà, depuis un quart de siècle. Je le dis comme ça parce que ça me donne le moral. Depuis un quart de siècle, j'écris et je publie des polars, des romans noirs plutôt. Et puis voilà, quoi. Donc, que dire d'autre? Rien de bien passionnant. Une vie, pour l'instant, une vie relativement tranquille et confinée, comme pour beaucoup d'entre nous. Et puis, ouais, quoi dire de. Donc, qu'est-ce qui t'a conduit à écrire des polars, justement? Ah oui, ben, le fait d'en avoir lu déjà. Ah, c'est pas Le mal. fait d'en avoir lu quelques-uns, alors que ce n'était pas du tout ma tasse de thé, ni ma formation, ni ma tasse de thé, mais je suis tombé un jour sur un roman je le dis tout le temps, ça, de Jean-Patrick Manchette, là, dans les années, qui avait écrit ça à la fin des années 80. Et puis j'ai trouvé ça passionnant, j'ai trouvé ça mouvementé, j'ai trouvé quelque chose qui parlait tout d'un coup de notre période, de la période contemporaine avec beaucoup d'acuité, une certaine agressivité aussi dans le ton. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. J'ai dit, tiens, ça a l'air facile à faire. Donc, c'est première erreur, parce que je n'ai compris que bien après tout le travail que ça représentait d'abord pour cet écrivain-là, qui était une espèce d'intégriste du style et de l'écriture. Et j'ai compris bien après à quel point c'était compliqué d'abord le travail que ça avait représenté pour lui, et à quel point c'était compliqué d'écrire des romans. Et puis voilà, donc à partir de là, j'en ai lu d'autres, j'ai rencontré des grands Américains, je pense en particulier à Dashiell Hammett, je pense à Horace McCoy, je pense à Jim Thompson. Enfin bon, je ne vais pas vous décliner tous les noms du patrimoine du roman noir, mais voilà. À l'époque aussi, en même temps que Manchette, j'ai lu avec beaucoup de gourmandise Jean Vautrin, qui a commencé, comme on le sait, par écrire des. Après avoir fait du cinéma, il s'est mis à écrire des polars, des romans noirs. Et c'est un genre qu'il a toujours porté au pinacle, et avec talent, et puis avec sa faconde et son enthousiasme, quoi. Il a toujours eu beaucoup de talent pour comment dire ça, défendre le genre. Voilà, et puis voilà, bon, donc je me suis mis à ça, et puis en 90, j'ai publié mon premier bouquin, La série noire, et ça a continué, j'en suis à une douzaine là maintenant, quoi. Rien de. Tu as commencé par travailler sur la cité lumineuse. Non, parce que mon tout premier se situe à Bacalan, pas loin, mais mon personnage n'habitait pas Cité Lumineuse, il habitait un truc qui s'appelle merde, le Port de la Lune, une résidence qui s'appelle le Port de la Lune, qui est, alors je ne sais plus ce que c'est devenu depuis, mais c'est très vite devenu un ghetto infréquentable, complètement bouffé par les dealers. Je ne sais pas où ça en est sur ce plan-là, mais je crois savoir que c'est encore un endroit très très dur dans le quartier. Bon, mais passons. Donc, en tout cas, non, c'était tout près de la Cité Lumineuse, mais bon, il me paraissait difficile de pas parler du quartier où j'avais grandi, où j'étais né, quoi. Voilà. Mais la Cité Lumineuse, la Cité Lumineuse, j'en ai vraiment parlé dans mon troisième roman qui s'appelle Les Effarés. Mhm. J'avais écrit ça à l'époque où la cité était d'évacuation, puisqu'ils avaient décidé de la détruire. Et il y avait donc encore, je me rappelle la dernière fois que j'y suis allé, il y avait encore un appartement occupé.
par des bonnes sœurs communistes. Enfin, je ne sais pas si c'était communiste, mais elles étaient très rouges. Et c'était des femmes qui faisaient un peu les infirmières dans le quartier et qui avaient une conscience politique de classe tout à fait remarquable. Et elles habitaient au 15e étage dans un coin, dans un F5 là, et en communauté. Elles étaient 3 ou 4. Et elles ont essayé d'emmerder la municipalité jusqu'au bout quoi, pour obtenir pour les habitants des conditions de relogement les plus favorables possibles. Enfin bref, elles ont mené le combat jusqu'au bout. Elles ont été les dernières à quitter la cité. Et là, je me suis dit, tiens, ça serait bien de citer un truc là. Donc, j'ai inventé une histoire de jeunes squatteurs qui s'installaient là dans un des appartements vides et puis qui faisaient leurs petites bêtises et puis qui rencontraient, eux, les petits branleurs qui rencontraient tout d'un coup, qui se heurtaient tout d'un coup à de vrais voyous, à de vrais bandits. Voilà. Bon, c'est là que j'ai vraiment utiliser la cité lumineuse comme lieu emblématique d'un habitat ouvrier et désert, mais aussi comme je me suis servi de ces espaces, de ces volumes. Ça m'est très vite apparu comme une sorte de labyrinthe dans lequel un minotaure pouvait, c'est comme ça que j'ai écrit les dernières scènes d'ailleurs, un minotaure pouvait se lancer à la poursuite de ses victimes. Voilà, donc de la cité lumineuse, ouais. Après, j'ai refait éventuellement des illusions, mais bon, il faut savoir rompre avec son enfance. Alors, j'ai vu qu'à un moment donné, tu as fait une bifurcation vers un peu l'ASF. Qu'est-ce que c'est qui t'avait amené à faire ça? Ah, oui, c'était ça, c'est pas une réussite, ça. C'est un truc qui s'appelle Copyright. Et c'était. Alors, j'avais eu l'idée au moment où on parlait beaucoup de clonage et au moment où la brebis Dolly avait été clonée en Écosse par des savants d'Édimbourg, je crois. Enfin, des chercheurs d'Édimbourg. Et puis, j'avais lu un livre d'Axel Kahn qui s'appelait Copie conforme, qui travaillait aussi sur les questions, sur la technique, mais aussi sur les questions éthiques que ça représentait, le clonage, parce qu'on commençait à parler de plus en plus de clonage humain. On se disait que si on avait réussi à cloner un mammifère complexe comme une brebis, on pouvait peut-être s'aventurer du côté de l'être humain. Et à l'époque, il y avait même des rumeurs qui couraient sur le fait que les Chinois en particulier auraient travaillé sur le clonage d'embryons, mais les auraient détruits avant qu'ils naissent, quoi, enfin, avant qu'ils se développent trop, mais il semblait qu'ils avaient maîtrisé la technique. Je pense profondément que la technique est d'ores et déjà maîtrisée, mais qu'il y a pour l'instant un certain nombre comment on va dire ça, d'obstacles éthiques et peut-être même économiques, peut-être que ce n'est pas encore assez rentable. Le jour où ça le deviendra, je pense qu'il n'y aura aucune hésitation. Enfin voilà, donc j'étais passé par là et je me suis dit, tiens, ça serait marrant d'écrire un truc comme ça. Et voilà, j'ai inventé une histoire un peu abracadabrantesque de clonage des riches qui se font cloner pour ensuite avoir à leur disposition, quand ils seront plus vieux, des réservoirs à, Organe. comment dire, à organes, quoi. Voilà. Là, un cœur, un foie, un truc comme ça peut toujours servir. Donc j'avais inventé comme ça des espèces d'élevage de clones. C'était un peu délirant. Ce qui est dommage, c'est que l'idée n'était peut-être pas mauvaise, mais j'ai pas assez travaillé. C'est un truc que j'avais écrit trop vite, que j'avais bâclé, et qui est vraiment pas bon. Il faut dire ça vraiment à titre documentaire pour se marrer et se moquer. Moi, je ne suis pas moqué en lisant. Mais après, j'ai vu que tu avais fait de gros efforts en matière d'écriture. Et puis en plus, comme tu aimes beaucoup la question sociale, tu t'es mis à écrire un peu comme Jean Vautrin et d'autres sur la période de la Commune. Qu'est-ce que t'a motivé pour venir travailler sur cette période? Alors, on est en plein 150-naire, mais c'est intéressant que tu nous dises pourquoi un petit peu avant, toi, tu avais décidé de retravailler sur cette période. Oui, alors après l'échec de Copyright, ça a été vraiment un échec à tout point de vue, parce que je me suis assez vite aperçu que c'était pas bon du tout. Et les retours que j'ai eus m'ont dit que vraiment, il ne fallait pas que j'insiste dans cette voie-là, pardon. Ben, je me suis un peu, j'étais au point d'arrêter d'écrire parce que j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour du manège. Et puis, bon, je me suis mis à travailler. J'ai lu une biographie d'Isidore Ducasse, qu'on connaît mieux sous le nom du comte de Lautrey-Hamon, qui avait écrit Les Chants de Maldoror.
j'étais tombé sur une biographie de lui et je m'apercevais que cette biographie était très, très lacunaire, et donc euh, susceptible de voir ces lacunes comblées par de la fiction. Et là, je me suis lancé dans un roman qui se déroule en 1870, donc un an avant la Commune. Et là, une histoire assez feuilletonesque, comme ça, aventureuse, avec un tueur fou qui s'inspire des chants de Maldoror, puisque dans le chant 6, bon, les chants de Maldoror sont un récit fou, assez violent, bon, que les surréalistes ont adoré. C'est eux qui l'ont redécouvert d'ailleurs, dans les années 20. Et, et donc, le chant 6, comme ça, hein, est lui une espèce de roman feuilleton, de roman où le fameux Maldoror se lance à la poursuite d'une victime dans tout Paris, comme ça, avec une géographie très, très précise, et commet des meurtres. Bon. Et je me suis dit, tiens, un tueur qui s'inspirerait de ces meurtres-là, ça serait intéressant à mettre en scène dans un Paris populaire, pré-révolutionnaire, parce que en 1869, les années précédentes, il y a eu des grèves très, très puissantes dans les usines de sidérurgie au Creusot en particulier, qui avaient été réprimées par l'armée. Enfin bref, le mouvement, vous voyez, est en pleine ébullition. La première internationale est en train vraiment de s'organiser de mieux en mieux. Et voilà, je voulais rendre cette atmosphère-là. Et bon, j'ai de par ma formation et mes lectures, une passion pour la littérature du 19e siècle. Et ça m'amusait de me replonger dans ce décor-là du 19e en essayant d'y adapter et d'adopter, du coup, une écriture un peu plus contemporaine, à savoir, par exemple, écrire au présent, ce qui ne se faisait pas à l'époque, ou des choses comme ça. Là, ça, c'était. Et puis, j'étais tout près de la Commune, parce que l'épilogue fait allusion à la Commune de Paris à la fin de ce livre. Mais je n'osais pas, depuis longtemps, j'avais envie d'écrire sur la Commune de Paris, mais je n'osais pas à l'époque, parce que Vautrin avait fait Le Cri du Peuple. Et là, ça me bloquait complet, parce que je trouvais que ce bouquin était à peu près indépassable de par sa richesse. C'était un roman touffu, proliférant, et c'était magnifique. Hein. Et j'osais pas monter sur le ring. Il y avait un poids lourd qui m'attendait et je ne voulais pas me faire démonter le portrait. Donc j'ai décidé de rester à la marge comme ça. Et puis c'est donc des années plus tard, me sentant un peu plus sûr de moi, là j'ai écrit Dans l'ombre du brasier. Mais alors là, au lieu de reprendre toute la période de la Commune, je me suis intéressé à la semaine sanglante, aux 10 derniers jours. Enfin, les 10 derniers jours, j'avais besoin de 4 jours pour lancer mon intrigue. Et après, ça se passe vraiment pendant la semaine sanglante, c'est-à-dire au moment où les troupes versaillaises entrent dans Paris et massacrent l'insurrection. Et là, bon, pour des raisons évidentes, la Commune de Paris, parce que c'est un repère, quoi. C'est un repère, c'est surtout. Alors, d'abord, parce que l'idée romanesque, c'était d'introduire le chaos d'une intrigue criminelle, la violence de cette intrigue-là, dans la violence et le chaos de la grande histoire et de la guerre civile en train de se dérouler. Voilà, donc c'était déjà ça l'idée. Donc il y a du romanesque partout dans ce genre de truc. Il n'y a qu'à simplement inventer les situations et les personnages fictifs et hop, on est parti, quoi. En plus, avec des contraintes qui sont celles d'une ville en flammes, d'une ville en guerre. Vraiment, c'est une vraie guerre. C'est pas une charge de CRS, quoi. Et ça, c'était passionnant de jouer sur ces difficultés-là, ces contraintes. Voilà. Après, pourquoi la Commune? Parce que c'est. Donc oui, je redis la Commune parce que c'est un repère. C'est une période en plus, mais ça on commence à le savoir là avec le 150-tenaire, c'est des choses qui commencent à se dire. C'est une période qui a ensemencé tout le mouvement ouvrier. C'est-à-dire que aussi bien du côté très vite, hein, dans la première internationale, les années qui ont suivi, aussi bien les libertaires avec Bakounine que les marxistes se sont en quelque sorte appropriés, si on peut dire, même si Marx, c'était quand même plus malin que ça. Enfin, chacun a eu ses analyses sur la Commune et avec la question centrale qui était celle de l'État. D'ailleurs, c'est encore la question la plus brûlante qui soit. D'ailleurs, qu'a voulu faire la Commune? Est-ce qu'elle a voulu créer un autre État ou est-ce qu'elle a voulu détruire celui qui existait avant
pour mettre autre chose que l'État justement à la place. Alors ça, après, il y a eu tout un tas de discussions autour de ça. Et après, au cours du XXe siècle, comme les lignes de fracture dans le mouvement ouvrier se sont approfondies, évidemment, les libertaires d'un côté, les marxistes de l'autre ont chacun tiré la couverture à eux. Et puis voilà, sauf que l'œuf, les rêves, comment dire, la gestation du rêve, elle est dans la commune. C'est que la question de l'État, mais aussi la question des femmes, elle n'a pas été posée clairement pendant la commune, mais elle s'est posée, mais les femmes l'ont posée en tout cas, même si les communards n'ont pas le temps ni rien de la poser vraiment. Peut-être que l'époque n'était pas encore à ça, mais ça c'est essentiel. La question de la culture aussi, hein, puisque pour la première fois, le mouvement ouvrier, le mouvement socialiste, comme on disait à l'époque, avec toutes ces tendances, s'est emparé de la question de la culture. Il y a une commission de la culture, je ne sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs, qui était dirigée entre autres par Courbet, qui s'est penché sur la question de comment faire accéder le plus grand nombre à la musique, au musée. Bon, ils ont posé ces questions-là et que je sache, la gauche, dans toutes ses composantes, depuis, n'a cessé de faire de la culture, pas simplement un supplément d'âme, mais un véritable, quelque chose qui structurait vraiment ses propositions politiques, quoi. Voilà, bon, tout ça, pour des raisons qui sont les mêmes que celles qu'on va partager sûrement ce soir par rapport à la Commune de Paris, des trucs évidents. Mais en tout cas, le plaisir de mettre du romanesque dans une situation exceptionnelle. Voilà, c'était ça l'idée. Oui, en parlant de guerre, après la guerre, ton roman autour de la guerre d'Algérie, c'est quoi qui t'a motivé pour y rentrer là-dedans? Oh ben ça, c'est deux questions qui m'ont toujours, comment on va dire ça, interrogé, dérangé, bouleversé, à savoir l'occupation et la Shoah, d'une part, et la guerre d'Algérie. L'occupation et la Shoah parce que, premièrement, j'ai baigné dans les récits que ma mère a pu m'en faire, parce qu'elle a vécu ça quand elle était petite gamine. Elle était née en 1933, à Bordeaux. L'occupation, les Allemands, la méfiance, les dénonciations, le marché noir, les bombardements. Enfin, tout ça, elle avait une mémoire d'éléphant, elle nous racontait ça. Enfin, j'ai été bercé par ces récits et ça m'a toujours passionné. Ensuite, la Shoah, dont j'ai découvert évidemment bien plus tard avec la maturité les conditions. Donc voilà, déjà tout ça sur le plan historique, ça m'a toujours passionné. Et puis la guerre d'Algérie, alors là pour des raisons presque, ouais, tout aussi personnelles, pourquoi pas, parce que j'ai deux oncles de cette génération-là qui ont fait la guerre d'Algérie pendant 24 mois. Et c'était étonnant parce que l'un était revenu de là-bas anard et antimilitariste jusqu'à la fin de ses jours. Et l'autre, qui était une sorte de crétin des Alpes, en était revenu et faisait des récits d'une sorte de stage aventureux. En gros, il s'était bien amusé, quoi. Et je me rappelle d'un apéro en vacances où il a commencé à raconter, à évoquer les cris d'Algériens qu'on torturait dans son cantonnement. Et il racontait ça en se marrant, quoi. Et le tonton libertaire en face a failli lui jeter la bouteille de pastis à la gueule. Donc, vous voyez, c'est des trucs, bon, j'avais 14 ans, j'ai dit, là, il y a quelque chose là. Mais bon, j'ai compris. À 14 ans, j'étais quand même à peu près en mesure de comprendre là les enjeux. Et puis voilà, donc ça vient à ça. Et puis parce que cet oncle-là, celui qui est revenu à Nard, je me rappelle très précisément, j'avais 3 ans et demi, 3 ans, et je me rappelle l'avoir avec mes parents accompagnés à la gare quand il est parti au service militaire. Enfin bref, voilà des trucs comme ça. Et puis la guerre d'Algérie aussi, au-delà de ça, de ces anecdotes, la guerre d'Algérie, parce qu'elle est encore là, quoi. Parce que tout ce qu'on dit, tout ce dont on discute et autour de quoi on polémique aujourd'hui sur le post-colonialisme, etc., c'est voilà, ça remonte à ça n'a jamais été digéré, ça n'a jamais été liquidé, l'histoire n'a jamais été tout à fait écrite, et on en est encore, j'allais dire qu'on en est encore là, quoi. Donc voilà, et là aussi, situer le bouquin dans les années 50, au carrefour des deux périodes, l'occupe d'un côté, la guerre d'Algérie de l'autre, ben, ça permettait aussi
de montrer qu'effectivement, la guerre, après la guerre, c'est toujours la guerre, quoi qu'on fasse, en tout cas à cette époque-là. Voilà. Parle-nous un petit peu là du roman que tu m'as conseillé il y a maintenant quelques mois, hein, même peut-être 2 ans, qui s'appelle Prendre les loups pour des chiens. Ouais. Alors, c'est un roman que, personnellement, je trouve d'une violence extrême. Qu'est-ce qui t'a motivé pour écrire ça? Alors, ah oui, ça, c'est un article que j'ai lu dans le Sud-Ouest. C'était enfin, c'est un type sort de prison, j'ai vu ça comme ça dans Sud-Ouest dimanche. Un type sort de prison, il décide d'aller, il a un ami qui est sorti avant lui, qui lui dit, bah, écoute, quand tu sors, viens à la maison, quoi. Si tu sais pas où aller, quoi faire, viens à la maison, puis le temps que tu te relances, on verra. Et donc le type se pointe et il trouve pas son copain, quoi. Il trouve la famille qui est là. Les autres disent, mais non, mais en fait, il est jamais venu. Ou alors, s'il est venu, mais il est reparti très vite, tu sais, on peut pas compter sur lui, etc. Bon, le mec est très, très étonné parce que le copain en question est quelqu'un d'assez stable, d'assez de parole et tout. Et puis, le type se met à rechercher, et quelques temps plus tard, il s'aperçoit que le copain, il est enterré au fond du jardin. Donc, j'étais parti de ça. L'histoire d'un type qui sort de prison, qui arrive dans une famille dangereuse, dont il ne se méfie pas tout à fait au début. Du coup, il croit être avec des chiens et en fait, ce sont des loups. D'où ça m'a permis, du coup, après, de reprendre le vers d'Aragon pour me servir servir de titre, quoi. Mais voilà, après, c'était une histoire très noire. Ça se passait dans le sud de Gironde, là, du côté un peu au large du Zest, par là-bas, là où il fait chaud l'été, et encore plus chaud qu'ici. Et voilà, c'était partir de ça, inventer un personnage de femme fatale, alors, qui est presque un cliché du roman noir, mais là, je voulais en faire quelqu'un d'assez redoutable, à la fois ultra séduisante, ultra sexy, comme on dit, et puis euh, dangereuse et violente encore plus que capable d'une autre violence que celle dont sont capables les hommes. Et puis voilà, c'est venu comme ça. Comme je ne fais pas de plan, de toute façon, j'ai quelques personnages qui dominent au début, et puis je les densifie, je les fais agir au fur et à mesure, comme ça, un peu au petit bonheur, quoi. Voilà, c'était ça, ce bouquin. Voilà, c'est un bouquin euh, qui a aucune ambition, enfin ambition. En plus, j'ai pas d'ambition sociale, mais qui a aucune ambition sociale, car ça montre simplement des déclassés, des marginaux, qui n'ont sans foi ni loi, c'est vraiment le cas de le dire, pour qui les lois, les règlements, la morale commune n'ont aucune valeur et qui n'obéissent qu'à leurs propres pulsions, à leurs propres intérêts, et essayer simplement de vivre ou de survivre, quoi, voilà. Donc c'était ça, donc c'est un truc assez noir. Oui, quand tu parles de violence, je crois que la violence, elle est plus dans ce genre d'approche que dans la violence physique proprement dite, parce il y a assez peu de combats, d'affrontements dans ce bouquin. Alors, évidemment, quand il y en a, évidemment, ça cartonne bien, mais évidemment, parce que, vu les zigotos qui sont en cause, évidemment, ils ne prennent pas vraiment des gants. Mais voilà, c'était un bouquin sur une forme de marginalité. C'est pour ça que je l'avais situé à la campagne aussi, loin de la ville. Là, il n'y a qu'une intrusion dans Bordeaux, et qui est d'ailleurs un des moments les plus violents du bouquin. Et puis voilà, quoi. Alors, tu as eu dans ton parcours, je dirais, deux contributions à des revues différentes d'ailleurs, hein, différentes de contenu. L'une qui s'appelait Le Passant ordinaire avec notre ami Jean-Marie, et l'autre qui s'appelait Les Nouvelles de Bordeaux, où tu as été bibliotiste pendant toute une époque. Qu'est-ce que c'est qui t'a motivé pour ce genre d'écriture? Alors, le passant ordinaire, c'est la plus belle aventure collective que j'ai vécue. Ça, c'est un truc, comment dire, on était trois au départ. Il y avait Thomas Lacoste, Vincent Gir, le photographe, et moi. Alors, c'est Thomas et Vincent, hein, qui étaient au départ, et Thomas qui a été toujours l'âme et la cheville ouvrière du truc, hein. Ça, il faut pas lui enlever ça.
Et là, on a commencé, mais vraiment en amateur, quoi. Vraiment, on a commencé par faire 8 pages et puis et petit à petit, on s'est pris au jeu. En fait, je me rappelle les premières réunions, on était assis par terre dans son bureau et on triait les courriers, les articles qu'on recevait par la poste. À l'époque, les ordinateurs existaient certes, mais il n'y avait pas d'Internet ou à peine le balbutiement, puisqu'on a commencé en 93, je crois, quelque chose comme ça. Et puis là, le truc a pris de l'ampleur, le collectif s'est élargi très vite. Et là, on a fait des rencontres. Bon, le père Haribé, évidemment, là, qui nous a enrichis, ben, de la part d'un économiste, c'est la moindre des choses. Non, il nous a enrichis, évidemment, voilà, de sa rigueur aussi. Et en même temps, c'était tout ça se passait dans une espèce de bonne humeur, mais avec des engueulades. Enfin, bref, un vrai collectif, quoi. Un truc. Moi, j'ai adoré travailler, j'ai adoré écrire, j'ai adoré réfléchir avec tous ces gens-là. C'était, voilà, après la revue, c'est un peu décalé vers davantage de points de vue théoriques, philosophiques. Thomas Lacoste il est toujours d'ailleurs très très fasciné par les intellectuels critiques, encore heureux, les critiques au moins, mais enfin très très fasciné par ces gens. Et bon, petit à petit, le côté polémique rentre dedans, militant de la revue, militant au sens où des gens ordinaires, des passants ordinaires se mêlent un petit peu de ce qui les regarde. Ça c'est un petit peu, ça a un peu dérivé vers ça. Mais bon, aucun regret par rapport à ça. De toute façon, on s'est régalé du début à la fin, même quand on s'est quitté en 2001, en 2002, sur de vraies questions politiques et autres. Bon, mais j'ai aucun regret. Vraiment, j'ai encore toute la collecte là. Il y a des merveilles dans ce truc. Et puis surtout, des rencontres. On a fait des rencontres en physique ou par courrier ou par mail extraordinaires. Et après, les nouvelles de Bordeaux, c'est différent. C'est que là, c'est par des camarades du parti qui m'ont demandé à un moment donné de faire un petit machin, genre coup de gueule et tout ça, un peu polémique. Et là, je me suis régalé, quoi. Donc, c'était 15 hebdomadaires à peu près. Et là aussi, je me suis régalé à écrire des trucs comme ça. Alors, des fois, c'était pas toujours apprécié par certains lecteurs. Donc, c'était plutôt rigolo parce qu'il y avait des mecs qui disaient, ouais, qu'est-ce que c'est ce gauchiste ou je sais pas quoi là, qui se permet, ou Saint-Intello là qui vient nous parler. Alors, à l'époque, c'était Lionel Cholon qui dirigeait encore le truc. Bon, il me faisait part des courriers de lecteurs. Bon, il est publié souvent, c'est normal. Bon, j'évitais d'y répondre parce que ça m'aurait énervé, sinon je me serais énervé. Non, bah, c'est comment dire ça. Ouais, c'était des mecs à partir du moment où on mettait en plus, comment dire, les conditions que je m'imposais, c'était de ne jamais critiquer frontalement le parti, puisque j'écrivais dans un journal du parti. Donc jamais dire qu'est-ce qui branle le PC, machin, quoi que j'en pense d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, mais par la bande, il était toujours possible de parler d'unité, de parler de, c'est-à-dire, par exemple, de parler de secteurs dans lesquels je trouvais que l'action ou l'intervention du PC était insuffisante. Et là, par moment, évidemment, les mecs, ils voyaient bien que là où je voulais en venir, et ça leur plaisait pas toujours. Ça, c'était plutôt rigolo, en fait. Et il y a des moments, j'écrivais en sachant que quelques personnages allaient bondir dans leur fauteuil. Donc, rien que ça, c'était un vrai plaisir par moment. Voilà. Je ne cherchais pas forcément à les provoquer. Hein. Si j'avais fait que ça, de toute façon, ça n'aurait pas tenu, parce qu'on ne peut pas tenir. Je sais pas, j'ai fait ça pendant 4 ans, il me semble, un truc comme ça. On ne tient pas pendant 4 ans juste en emmerdant les gens. Quoi. Bien. Sur tes engagements, un petit peu, quelques mots. Bah, oui, alors, mes engagements en ce moment, je suis engagé à rien du tout. Non, mes engagements, ça a été bon, quand j'étais très jeune, j'ai adhéré à la Ligue communiste. C'est là que ma formation politique s'est faite. Enfin, la Ligue communiste qui venait d'être dissoute d'ailleurs, toujours le truc, toujours le bon timing avec moi. Donc en 73, j'ai commencé à prendre contact avec eux en juin 73, au moment où la Ligue a été dissoute après la manif contre Ordre Nouveau. Hein.
Et après, je suis resté, je bossais là, j'ai travaillé avec eux 3-4 ans, à peu près. Et c'est là que j'ai fait ma formation politique, quoi. C'est-à-dire que une formation en économie politique, ouais, beaucoup de lectures, mais aussi beaucoup de discussions et beaucoup d'activités politiques de militantes, quoi. Bon, là, j'ai fait beaucoup de trucs. C'était passionnant. Et puis, au bout d'un moment, j'ai trouvé que l'extrême gauche se donnait pas, ou se donnait même jamais les moyens de ses ambitions politiques. Enfin, l'extrême gauche, la Ligue en l'occurrence, parce que. Et là, j'avais des potes qui étaient au PC, un copain qui, par défi, un jour me file un bulletin d'adhésion. Il savait que j'étais mûr, il m'a fait adhérer, donc j'ai adhéré au PC à l'époque. Et puis, ça a duré 2 ou 3 ans, non, même un peu plus. Et puis, je me suis barré au moment du bilan globalement positif. Là, j'ai pas supporté, là. Là, c'était trop. Et j'étais pas le seul, d'ailleurs, à l'époque. Et voilà. Bon, après, ça a été quand j'ai réadhéré quelques années plus tard, mais ça n'a pas duré. Vraiment, j'ai jamais réussi à me sentir tout à fait à l'aise là-dedans. Et après, bon, je suis devenu un espèce de compagnon de route ou compagnon de doute, comme dit Dubat, quoi. Plutôt de doute, mais compagnon quand même. Et d'où les articles dans les nouvelles, quoi. Voilà. C'était du compagnonnage et en même temps de la mise en question par moment, autant que j'en étais capable. Sinon, mon engagement le plus constant, ça a été celui d'être enseignant et d'être militant syndical, quoi, au SNES, et de travailler à la base avec les collègues et les copains pour essayer de bloquer, de freiner ce qui arrivait, ce qui est toujours en train d'arriver à l'éducation nationale. Et ça a été, pour moi, ça, c'est le combat de ma vie. Et je considère aussi qu'enseigner, c'était aussi une façon de s'engager. J'ai toujours fait ça de façon militante, si on peut le dire comme ça. Ouais. Ça n'a jamais été pour moi simplement un métier qu'on pratique avec froideur, quoi. Ça a toujours été un vrai investissement. Une dernière question et après, je vais laisser les autres, évidemment, intervenir dans la discussion. Pour voir, donc, ce que je te comment tu vois l'avenir, là? L'avenir, lequel? Le nôtre. Je te vois venir avec ton avenir. Non, alors l'avenir, je le vois. Alors, je vais essayer de me départir du pessimisme qui est souvent le mien. Comment on va dire ça? J'ai l'impression que la gauche de transformation sociale, pour parler de ça, c'est-à-dire ça, j'exclus en général, j'exclus le PS de ce genre de ce cercle-là. La gauche de transformation sociale aurait, et depuis des années d'ailleurs, depuis quelques années, aurait un boulevard devant elle. Pour, suite aux crises successives du capitalisme, face à l'urgence climatique dont le capitalisme quand même est l'un des principaux, et le responsable au premier chef. Donc une gauche qui serait une gauche de classe, une gauche écolo, bon. Et il y aurait un boulevard. Il y a, en plus, les propositions, les textes, les thèmes, les programmes même existent, parfois partagés, parfois non. Et là, on est à quoi? On est à quelques 13 ou 14 mois d'élections, des élections de l'année prochaine, en 2022. Je parle pas des, enfin, si vous voulez, je parlerai des régionales, mais enfin bon. J'ai pas envie d'être vexant. Non, et il se trouve que ça s'annonce très mal dans la mesure où chacun part à la bataille dans son coin et qu'on a une gauche, des gauches plutôt, qui se présentent au combat sur des positions purement identitaires, sur des positions de témoignage, pour sauver leur existence. Et je pense qu'on va droit dans le mur. Bon, d'abord parce que la gauche fera un score absolument historiquement bas. Je parle dans toutes ses composantes.
et que quand la gauche est très très bas, ben, c'est la droite et l'extrême droite qui l'emporteraient ou qui l'emporteront. Je fais même le pari, au point où on en est, que Macron ne sera même pas présent au second tour et qu'on risque de se retrouver avec Le Pen au second tour face à quelqu'un de droite ou genre Xavier Bertrand ou je ne sais pas quel autre crétin, quelque chose de ce genre-là, quoi. C'est-à-dire que le risque majeur, il est là, quoi. Et, euh, et en plus, vu qu'on s'est déjà fait avoir 2 fois à voter non pas pour quelqu'un mais contre Le Pen, il y a de fortes chances pour qu'on soit quelques-uns à ne pas jouer le jeu ce coup-ci. Quoi qu'il en coûte, comme dire. Et j'en suis là, enfin, après, je ne sais pas au dernier moment. La trouille au cul, je ne sais pas, moi, je ne suis pas un analyste froid et calculateur, donc je ne sais pas. Peut-être qu'au dernier moment, j'irai mettre un bulletin de vote à la con parce que j'aurais peur du pire. Mais pour l'instant, je ne suis pas du tout, je ne crois pas être le seul, je ne suis pas du tout disposé. Donc je crois qu'on va, on va vers un gros, vers une tragédie historique. Quoi. Et, euh, et dans l'état actuel des choses, dans la crise sociale, qui est donc dramatiquement aggravée par la crise sanitaire, dans la crise environnementale, là, je dis, on est très très mal. Voilà. Et je ne comprends pas, peut-être que je suis très naïf, peut-être que des tacticiens de haut vol essaieront de m'expliquer ça, mais je n'arrive pas à comprendre euh, pourquoi on en est là. Alors, je vois un peu comment on en est arrivé là. Je n'arrive pas à l'admettre, mais je comprends comment on en est arrivé là. Mais que face au mur qui se rapproche, je ne comprends pas que, premièrement, on ne freine pas et deuxièmement, qu'on ne change pas de véhicule. Et là, il y a quelque chose qui va pas. Et voilà, c'est pour ça. Après, voilà où j'en suis. C'est sans doute très, très confus, mais il y a des choses là qui vraiment me dépassent et me révulsent. Merci Hervé. Est-ce que quelqu'un souhaite soit commenter, soit intervenir? Jean-Pierre Andrien, tu ouvres ton micro. Oui, donc moi je voudrais revenir sur l'œuvre littéraire d'Hervé et une question. Est-ce que tu aurais été intéressé pour qu'un de tes romans soit porté au cinéma? Et je pense que tu as évoqué tout à l'heure, parce que j'y ai pensé à cette époque-là, c'est L'homme aux lèvres de Saphir. Ce contexte dans cette France, dans ce Paris là, de milieu du 19e siècle, enfin, j'ai fait un parallèle à l'époque avec Vidocq, même si Vidocq est tourné, enfin, s'inspire de faits qui sont plus tôt, puisque c'est à l'époque de Napoléon Ier. Mais voilà, la question, alors peut-être as-tu été approché ou pas, mais est-ce que ça t'aurait tenté si on t'avait fait cette proposition? J'aurais adoré ça, mais ça ne s'est pas fait. Non, j'adorerais ça. Enfin, je crois que tu rencontreras jamais de romancier ou de raconteur d'histoire, comme je le suis, qui ne rêve pas de voir ces histoires mises en images, adaptées à l'écran, que ce soit pour la télé ou pour le cinéma. Quoi. Ne serait-ce que pour le plaisir, en tout cas pour ce qui me concerne, pour le plaisir de confronter les images des autres à celles que j'ai moi en tête quand j'écris. Et voir comment un cinéaste, avec ses outils, avec son langage à lui, traduit ce qu'il a compris du bouquin, quitte à le trahir, quitte à le déformer, c'est pas grave. Mais du coup, j'adorerais me retrouver confronté à une autre œuvre qui serait tirée de la mienne. Quoi. Ça serait passionnant. Mais non, alors ça se passe toujours comme ça dans l'édition. Il y a toujours des producteurs, des maisons de production qui viennent renifler au cul des romans pour voir un petit peu de quoi il s'agit, voir si c'est adaptable. Le problème, c'est que, bon, là, ça c'est L'homme là au saphir, ça s'est passé 2 ou 3 fois où on m'a dit tiens, il y a machin que ça intéresse, et puis il ne donne jamais de suite. Quoi. C'est ça qui est dommage. Et puis en plus,
la question, c'est le prix. Ce sont des romans d'époque et alors là, les prix de tournage, de reconstitution, il y a des scènes d'émeute dans ce livre-là en particulier, à la fin, vers la fin. Bon, ça coûte un bras à reconstituer, il faut tout un tas, il faut des centaines de figurants, enfin, bref. Là, c'est, je crois que la première chose que regarde un producteur quand il lit un bouquin, quand il le fait lire, c'est voilà, combien ça va me coûter. Et à partir de là, bon, je crois qu'au-delà de… Et en plus, pour finir, vu l'état de la production de cinéma en ce moment, là, avec la crise sanitaire, la production cinématographique en France, là, il y aura, enfin, on va mettre 3 ou 4 ans, le cinéma va mettre 3 ou 4 ans à s'en relever, quoi, avant que les producteurs, les investisseurs reprennent confiance dans la production cinéma. À condition en plus que Netflix et les autres plateformes ne bouffent pas tout le marché et du coup aboutissent à la fermeture massive de salles de cinéma et ne laissent plus le cinéma se diffuser que sur les écrans, les télés et les ordi. Donc voilà, mais j'aurais adoré, ça c'est un rêve, pour chacun de mes livres, quand je les écris, je me dis, oh, putain, mais j'aimerais… et chaque fois on me dit, ah tiens, il y a machin, tiens, attends, je te tiendrai au courant, et puis il n'y a jamais de suite. Voilà, en tout cas, c'est un vrai désir enfantin, ça, ouais, de voir ça. Okay. Mais bon. Merci. Santa Cone. Tu ouvres ton micro. Il dort. Salut Hervé, salut. Salut. Bonsoir. Donc, d'abord, par rapport à ce que tu viens de dire sur la situation politique, bien que je sois d'un optimisme, d'une béatitude totale, comme chacun sait, je ne suis pas loin, pour une fois, de te rejoindre. Bon, la seule différence, c'est que je serai, par principe, initialement, beaucoup plus net que tu ne l'es, c'est-à-dire que pour ma part, quelle que soit la situation, je n'aurai pas la moindre hésitation à voter pour quelqu'un que j'exècre, que je déteste et dont la politique est totalement condamnable, pour faire barrage à l'extrême droite. Comme ça, j'entends ça. Je pense qu'à l'époque de Hitler, il fallait voter ce qu'on pouvait voter pour éviter la venue de Hitler. Et de ce point de vue, d'ailleurs, mais tu auras remarqué que j'ai laissé quand même des portes entrouvertes à une ultime décision. Hein, ça, je l'ai bien compris, mais je pense que c'est de la part d'un homme politique ayant de hautes responsabilités, ne pas être clair sur une question comme celle-là, c'est extrêmement dangereux, ne serait-ce que pour la suite du combat. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième, toujours par rapport à cette situation politique, c'est que certes, je suis aussi noir que tu l'es. Non, c'est pas possible. Je peux pas aller jusque-là, mais j'aimerais bien. Ceci étant dit, on a vu des situations historiques où quelques mois avant qu'il se passe un événement extrêmement important, on ne voyait rien venir. Bon, on peut penser à Aviançon-Pontet quelques mois avant 68, on peut penser à la situation en France en 1788, on peut penser à avant la Commune. La Commune n'était pas prévisible. Bon, après, quand on regarde tout ce qui a pu se passer pendant le Second Empire et pendant la guerre de 70, oui, on se dit, mais bien sûr, la Commune devait arriver. Mais franchement, personne, absolument personne, n'avait pu la prévoir. Alors pourquoi pas? Je suis preneur. Et toi aussi, j'en suis sûr. Bon, ceci étant dit, je voulais revenir pour ma part à la littérature et à la tienne, si je puis dire. Je bois à la tienne, je bois du petit lait à la tienne et j'arrange le petit lait avec d'autres alcools un peu plus forts. Mais pour revenir à la littérature, je voulais d'abord te dénoncer, parce que faire de la délation, c'est quand même plaisant. Oui, j'adore ça, moi aussi. D'une part, je t'ai trouvé extrêmement
cachotier pour la parution de Traverser la nuit, et je t'en voulais un peu pour ça, mais pire encore, je vais à la machine à lire il y a quelques jours et je tombe, heureusement, dans le bon sens du terme, sur un bouquin de toi que tu as fait paraître, qui a cette particularité, à moins que j'en ignore, de ne pas être, non, de ne pas être un polar, d'être vraiment un Hervé Lecor, mais de ne pas être, à mon avis, mais de ne pas être un polar, un bouquin qui s'appelle État d'âme, je ne sais pas si vous le voyez là, qui vient de paraître dans une maison d'édition qui n'édite pas des polars et qui me paraît très intéressant dans la mesure où on se retrouve pleinement dans ce que tu écris d'habitude et en même temps totalement dépaysé parce que ce sont des états d'âme, notamment par rapport à l'état d'un corps après la mort. Bon, mais est-ce que tu pourrais en dire quelques mots? Parce que je suppose que, à moins que je ne me vante de ma propre bêtise, mais je suppose qu'un certain nombre de ceux qui écoutent là n'ont pas entendu parler de ce dernier ouvrage, au moins du point de vue de la parution. Bah alors, c'est un texte que j'ai écrit il y a une quinzaine d'années. Ah, d'accord. C'est un fond de tiroir que j'avais envoyé à 2 éditeurs qui me l'ont envoyé. Alors, chacun avait été assez intéressé par le truc, mais me disait, ouais, non, mais c'est pas pour nous, mais tenez-nous au courant de vos prochaines publications, machin. Bon, et puis j'avais pas insisté. Je l'avais donné aussi à un petit éditeur bordelais j'attends toujours sa réponse. Bon, je sais pas, peut-être qu'il a perdu mon adresse. Bon, c'est possible, hein. Mais en tout cas, donc j'avais écrit ça, c'est resté au fond de mon tiroir. De temps en temps, au fond de mes fichiers d'ordinateur, je le reparcourais, j'en reparcourais quelques pages en me disant, finalement, c'est pas si mal ce truc. Ouais. Bon. Et en tout cas, c'est un texte qui m'est cher parce que j'ai dû écrire ça en 1 mois. Donc ça s'est fait assez vite, à l'instinct comme ça. Et je ne saurais même plus vous dire pourquoi ce texte m'est venu, dans quel état d'esprit j'étais à l'époque pour écrire un truc pareil. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas lu, il y en a encore quelques-uns, c'est l'histoire d'un type qui meurt, un vieux monsieur qui meurt tout seul dans sa maison, peut-être des chopes, là, comme ça, et qui, il tombe, je pense qu'il a une crise cardiaque, parce qu'il a mal au côté gauche et tout, bon, il tombe, il meurt. Le problème, c'est que quelques secondes plus tard, ça commence comme ça, quoi, quelques secondes plus tard, il se retrouve au-dessus de son corps. Il regarde son propre cadavre. Et il met un certain temps à réaliser qu'il est mort physiquement, mais que quelque chose de lui survit, à savoir son âme. Bon. Et à partir de là, je développe cette idée complètement idiote d'une âme qui continuerait quelque temps. Enfin, c'est pas éternel, je ne crois pas du tout à l'éternité. Donc, c'est une âme qui continuerait pendant quelque temps à survivre comme ça, à errer. Alors, ce n'est pas une histoire de fantôme non plus. À errer, à se déplacer. Il s'aperçoit, le mec, il se déplace à la vitesse de sa pensée. Donc, voilà. Et je suis parti d'une espèce de fantaisie ou d'errance un peu poétique autour de ça, sans jamais oublier que le corps, lui, il est en train de se décomposer dans l'horreur absolue de ces moments-là. Cependant que l'âme du type survole la Terre, se retrouve dans des altitudes merveilleuses ou dans des profondeurs océaniques tout aussi fascinantes. Et il vit dans un état d'émerveillement permanent pendant quelque temps, cependant que son corps, lui, est en train de se défaire. Je ne sais plus pourquoi j'ai écrit ce truc. Je serais incapable de dire ce qui m'est venu pour faire ce truc.
Mais du coup, quand on m'a fait la proposition, le petit éditeur, la petite éditrice qui publie ça, elle a l'habitude, par son compagnon est auteur de polar, et ils ont l'habitude de demander à des auteurs de romans noirs d'écrire, justement, de leur proposer des textes qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font d'habitude. Et là, elle me tannait depuis quelque temps, elle me disait, t'as rien, t'as rien. Ben, je dis non, puis j'ai pas envie d'écrire un truc spécialement pour ça, je m'en fous. Et puis je dis, si, j'ai ça. Je dis, sauf que c'est très long. Enfin, c'était long par rapport au format auquel elle est habituée, parce que c'est le plus long de la collection, là, pour l'instant. Et je dis, j'ai ça, je peux toujours te l'envoyer, mais enfin, si ça ne te plaît pas, tu me dis. Puis elle l'a pris, ça lui a plu. Bon, donc c'est venu comme ça. Sinon, je pense que ce truc serait encore pour quelques années au fond de mes poubelles, quoi. Voilà. Mais donc c'est pas une bondieuserie, hein. Je suis athée et mon personnage l'est aussi. D'ailleurs, il n'espère à aucun moment rencontrer une quelconque entité divine. Il est simplement à la fois terrifié, terrassé et émerveillé par ce qui lui arrive. Voilà. J'en dis pas plus parce que voilà. Après, je dis bien que cette âme-là, elle va vivre quelque temps. Et ça, je l'avais fait lire à un ami qui m'avait dit à l'époque, elle m'a dit, c'est marrant, ça me fait penser à la croyance des Romains dans les simulacres. Les Romains pensaient que pendant quelque temps, c'est lié aussi aux histoires de fantômes et d'apparitions, mais pendant quelque temps, les Romains étaient persuadés que quelque temps après la mort, l'âme des défunts continuait de vivre et de venir les visiter, ce qu'ils appellent les simulacra. Et il m'a dit, c'est marrant, il m'a dit, ça me fait penser à ça ton truc. Moi, j'ignorais absolument ça, cette histoire de Romains et de simulacres. Mais voilà, c'est ça, c'est un truc, c'est une espèce de fantaisie, pas macabre, parce que j'insiste pas sur ça, mais c'est plutôt l'expérience spirituelle, quoi, qui m'a intéressé d'explorer de façon, par l'écriture uniquement, quoi. Voilà, c'est aussi bête que ça. Jean-Marie? Oh, ben, tu me prends au dépourvu. Remets ton micro, Jean-Marie, pardon. Remets ton micro, je vais éteindre par inadvertance. Oui, ça va là? Ah, c'est bon, ouais. T'entends. Je disais bonsoir Hervé. Bonsoir, Je suis content que Vincent ait dégoté là, ce nouvel écrit là, que tu as fait, parce que je l'ignorais totalement, bien que j'ai lu un très très grand nombre de tes livres, pas tous, mais un grand nombre. Et alors, et ça tombe bien là, ce que tu viens de raconter sur ces états d'âme, parce que justement, ça donne ça me motive encore plus pour poser la question suivante. Quand j'ai lu tes deux derniers, là, Les loups et les chiens, et puis le Traverser la nuit, et à la fin, et surtout après Traverser la nuit, je me suis dit, bon sang, le corps, est-ce qu'il a inventé la couleur plus noire que le noir? C'est ça, parce que vraiment, on ressort de Traverser la nuit, surtout avec sa fin, là, que je ne dis pas pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais paf, tu ressors, tu fermes le livre doucement, tu te dis, bon là, j'ai pris un coup sur la tête. Et alors, ce que tu viens de dire sur les états d'âme, je me dis à l'instant, est-ce que finalement, c'est pas l'antidote à ce plus noir que noir, quoi, comme chantait Johnny? Est-ce que finalement, ce rêve au-dessus de son corps disparaissant en poussière, est-ce que c'est pas l'antidote à cette vision plus noire que noire qui ressort de tous tes romans? Et j'ai l'impression que c'est à chaque fois plus noir que le précédent. Est-ce que je me trompe? Alors, c'est pas un antidote dans la mesure où c'est déjà, comment dire, c'est quand même un mec qui meurt. Donc, côté noirceur, on fait mieux quand même. Excuse-moi. Et pour revenir à la discussion que tu as entamée sur la situation politique, est-ce que le plus noir que noir, c'est le reflet de la situation politique actuelle, ou bien est-ce que tu pousses pas le bouchon plus loin pour te redonner quand même, mais non, la réalité n'est pas si noire que ça finalement? Non, en fait, non, mais en fait, je suis un personnage un peu clivé. C'est que quand j'écris, je ne fais pas d'analyse politique. Quand j'écris, je me laisse aller à ma pente, à savoir, je regarde autour de moi, j'analyse, enfin j'analyse, je réfléchis à ce que je vois, à ce que
Et je m'aperçois, comme je le disais un peu tout à l'heure, que la situation est particulièrement dégradée, pour être poli, pour ne pas dire désespérante. Et du coup, quand j'écris, c'est cette violence, je la trouve violente, moi, la situation. C'est cette violence et c'est cette désespérance qui me vient et que j'essaie de traduire, bon, je trouve dans des histoires policières, dans des romans noirs, voilà. Et du coup, le fait d'écrire, ça me permet de contenir un peu ce vertige sombre, là, ce vertige désespéré, parce que par l'écriture, quand on écrit, on met de l'ordre, on fait des phrases, on organise le monde finalement par le langage. Et donc on essaye de, comment dire, j'essaye de figer ça dans des blocs je sais pas, ou de plexiglas, ou de glace, ou de verre, quoi. Un peu comme on essaie de piéger une pièce radioactive dans un bloc de verre pour empêcher les radiations de s'échapper dans tous les sens. Et c'est Rimbaud qui disait, dans une de ses lettres, il disait « je fixais des vertiges ». Quand j'écris, je me laisse aller au vertige, je me laisse aller à cette espèce de « je suis KO debout ». Quand je regarde le monde tel qu'il va mal. Et à côté de ça, peut-être qu'il est là l'antidote, c'est que j'essaye aussi de réfléchir politiquement, de faire des analyses, d'essayer de comprendre. Je lis des textes, je lis des articles, je lis oui, les économistes pour savoir ce qu'ils tirent de la situation actuelle, pour savoir quelles perspectives, quelles alternatives ils ouvrent. Et j'avoue que ces perspectives alternatives, elles existent, elles sont produites. Et ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que personne ne cherche, en tout cas, à les mettre en commun pour s'en emparer et en faire quelque chose, pour en faire des alternatives crédibles, quoi, des utopies réalistes. Donc, le petit espoir qui me reste, c'est qu'effectivement, un jour, une étincelle, je ne sais quoi, disent, bon, ben allez les gars, les idées, on les a, on a les propositions, regardez, il y a plus, on pourrait essayer simplement de les mettre en pratique dans un. Alors, on pourrait appeler ça de façon très, très terre à terre, un programme de gouvernement ou un programme de transition, ça dépend d'où on vient. Et puis voilà, quoi. Mais c'est ça que. Il est là, le côté clivé, c'est qu'il y a le vertige qui me pousse à l'écriture de la noirceur, de la violence et de ces êtres qui combattent, mais qui combattent mal ou qui se font du mal à eux-mêmes, alors qui se trompent de violence si souvent. Et puis les analyses politiques que j'essaye depuis que je réfléchis, je crois, de produire, quoi, en fait, dont j'essaye de prendre connaissance. Parce que moi, je ne produis pas vraiment d'analyse politique. Voilà, c'est tout. Mais c'est ça. Pour répondre à ta question, il est peut-être là l'antidote. Mais c'est un antidote, pour l'instant, j'ai l'impression de prendre de l'homéopathie, quoi. Donc j'attends que ça agisse. Voilà. Quelques mots, Michel? Tu as le droit de ne rien dire, hein? J'ai le droit de dire quelque chose. Bon, d'abord, encore merci et bravo, Hervé. Alors, mon épouse s'en va parce qu'elle, c'est une grande lectrice et elle ne veut pas intervenir. Elle a raison. Elle a lu État d'âme, voilà. Elle m'en a parlé très, très longuement. Moi, je ne l'ai pas encore lu. Non, Hervé, moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître un peu comment ça se produit, tout ça. Moi, je trouve ces livres totalement étonnants. Alors, dans le fil de la conversation, j'ai entendu « je ne fais pas de plan ». Ouais. Je ne fais pas de plan. Et moi, ça me sidère. Moi, je ne suis pas écrivain, donc je ne sais pas comment ça se fait, mais comment on passe d'un désir, d'une idée générale, d'une lecture préalable, ou je ne sais pas quoi, ou d'une connaissance d'une vie, à une production qui est quand même super ciselée, passionnante et construite. Comment on construit sans plan? C'est ça qui m'intéresserait. Alors, ça, c'est très compliqué. Ça part je pars toujours. Après, chaque bouquin étant très, très différent du précédent, je n'ai pas de règle absolue. Mais
ça part toujours de personnages. Donc, si je parle des romans contemporains, des romans noirs, là, ça part toujours de personnages, ça part toujours d'une vague situation qui prévaut dès le début. Pour les cœurs déchiquetés, le personnage principal, j'avais 2 personnages principaux, c'était un policier qui a perdu son fils, tout de suite c'était ça, et un petit garçon qui a perdu sa mère. Et petit à petit en écrivant, je me suis aperçu que j'étais en train d'écrire un bouquin sur le deuil. Mais je suis parti là-dessus. Et c'est petit à petit, c'est au fur et à mesure, c'est en écrivant, c'est un peu comme on fait du vélo. C'est un pédalant que je tiens debout et que j'avance. Et donc, effectivement, je ne fais pas de plan, je sais à peu près comment ça va se terminer. J'ai une vague idée de la fin. Pour les cœurs déchiquetés, par exemple, je savais déjà que ça se terminerait sur l'estuaire de la Gironde. Je voulais absolument que mon gamin dérive sur l'estuaire. J'avais cette idée, je ne sais pas pourquoi. Et donc, il fallait que j'aille du point A au point B. Et après, il s'agissait de trouver mon chemin. Et le chemin, je le trouve en défrichant, quoi. C'est un peu comme dans une jungle, finalement. On ouvre son chemin à la machette. Et on fait son chemin en cheminant. Moi, je sais pas le dire autrement. Et les personnages, ils se modifient au fur et à mesure. Par exemple, dans Prendre des loups pour des chiens, mon jeune homme qui sort de prison, je l'avais conçu d'abord comme un imbécile. Alors, il n'est pas très malin, d'accord, mais je l'avais d'abord conçu comme un imbécile, un type qui ne comprend mais rien du tout à ce qui lui arrive et qui va se faire manipuler du début à la fin. Et puis, petit à petit, quand même, rester plusieurs mois en compagnie d'un crétin, c'est fatigant. Et je n'arrivais pas, du coup, à le trouver, à le faire assez stupide. Donc, je l'ai affiné, je l'ai rendu quand même un peu plus sensible, un peu plus à l'écoute. Et puis, il y avait ce personnage de petite fille, là, que j'avais inventé uniquement pour qu'elle mette un petit peu de respiration, de fraîcheur dans cet univers de serpent à sonnette, là. Et petit à petit, le lien entre lui et la petite fille a commencé à s'établir. Et par ce lien, il s'humanise, il devient il est davantage à l'écoute. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et même chose pour le dernier, pour Traverser la nuit. Le policier en particulier, j'étais parti sur un personnage de policier absolument corrompu. Un peu comme dans je ne sais pas si vous avez vu ce film d'Abel Ferrara qui s'appelle Bad Lieutenant avec Harvey Keitel, là. Et j'étais parti sur un flic complètement corrompu, un peu fascisant, qui en cours de roman était censé se changer un petit peu d'attitude. Et là encore, je n'ai pas su le fabriquer. Je n'ai pas su tenir sa violence, tenir son extrémisme jusqu'au bout. Et du coup, je l'ai, alors lui, considérablement adouci par rapport à mon projet initial, même si par moments, il a effectivement des pulsions violentes à plusieurs reprises, mais bon, qui reste quand même dans l'ordre quand même de la pulsion, mais qu'il arrive à réfréner, quoi. Donc, je pars toujours de ces personnages avec une vague idée. Là, par exemple, pour le Traverser la nuit, je savais exactement, c'est la première fois que ça m'arrive, je savais exactement comment ça se terminerait. Je savais exactement, j'avais pratiquement, je ne l'avais pas écrite, mais j'avais la dernière page pratiquement déjà faite, quoi. Je savais que ça se terminerait de cette façon-là, voilà, avec ce personnage-là et tout ça. Donc, pour moi, c'était après toujours aller de A à B, quoi. C'est ça le problème. Mais je m'organise au fur et à mesure. J'ai des pannes terribles. Je peux rester 15 jours désespéré sans rien, en me disant que c'est bon, c'est foutu, j'y arriverai pas, je ne vais pas le terminer, je ne sais pas. Et il y a aussi des moments où je vais m'engager dans une voie qui est un sens interdit ou plutôt un cul-de-sac. Marche arrière, comme on fait en voiture, et marche arrière et je prends la rue parallèle ou le chemin qui me convient le mieux, qui va débloquer la situation. Voilà, ça marche comme ça, un peu au petit bonheur. Mais après, il y a beaucoup d'auteurs qui font des plans, en revanche, qui font même des plans très, très, très détaillés. Je sais que James Ellroy, par exemple, je parle de lui parce que lui, c'est un cas limite. Lui, il fait des plans, il fait des romans qui font 7 à 800 pages une fois écrits, et il fait des plans de presque 400 pages. Donc, il écrit toutes les scènes, tous les trucs en détail, il fait un synopsis très, très, très détaillé. Et après, ça lui prend 2 ou 3 ans. Et après, il écrit le bouquin en 6 mois.
Alors lui, il est fou, donc c'est différent. Moi, j'ai encore un peu une certaine santé mentale. Mais voilà, bon, mais oui, parmi les gens que je connais qui écrivent des polars, oui, il y en a beaucoup, beaucoup quand même qui font des plans. Mais après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'écriture. C'est-à-dire me laisser aller, me donner le luxe de travailler la langue, de trouver des harmonies, des ruptures de ton, et bien souvent, je ne démarre le roman qu'une fois que j'ai cette... je fais plein d'essais, plein de tentatives au début, dans les premières pages, et je ne démarre vraiment le roman que quand j'ai saisi la note, quoi, la tonalité dans laquelle je veux écrire. Voilà. Mais c'est très brouillon tout ça. J'ai des cahiers sur lesquels je vais prendre 3-4 chapitres d'avance pour savoir à peu près où je vais, quoi. Mais ça ne va jamais au-delà. Je suis incapable de planifier quoi que ce soit. Et en plus, ça m'emmerde. Moi, ce que j'aime, c'est écrire, me plonger dans la langue, me confronter aux personnages, essayer de les mener là où j'ai envie de les mener, quoi. Katia? Ouais, je réactive. Oui, alors bonsoir tout le monde. Bonsoir. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment sur tes craintes politiquement. Je crois qu'on les partage. On s'y connaît d'à peu près sur la même ligne. Après, tu n'as pas assez parlé, à mon avis, de traverser la nuit. Et qu'est-ce qui t'inspire toute l'histoire, déjà? Je veux dire, parce que tu pars de la base, tu dis d'un policier, que tu veux un policier. Mais il n'y a pas que lui, évidemment. Voilà, mais tu as tout un développement autour de ça. Et est-ce que tu pourrais nous faire part de ce que tu es en train d'écrire là maintenant, tes projets? Alors déjà, oui, pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin, il y a certes ce policier, mais il y a Louise aussi, qui est une femme qui est battue, martyrisée par son ex. Elle a un petit garçon avec elle, et heureusement qu'il est là, parce que sans quoi elle ne tiendrait pas. Et puis il y a un tueur en série. Bon. Bref, c'est les 3 axes narratifs. Non, ce que je fais actuellement, ça m'embête un peu d'en parler parce que j'ai fait 4 pages, mais c'est pas un roman noir de toute façon. C'est ce qu'on appelle un roman post-apocalyptique. C'est-à-dire que je pars, le roman commence en 2121. Le pays est à peu près désert, ou du moins on en est revenu à des structures avec une population inférieure à celle qu'elle était au Moyen-Âge, peut-être qu'il subsiste 4 ou 5 millions d'habitants. Mad Max, quoi. Non, parce que j'aime pas Mad Max. Ben ouais, mais bon. Donc, mais enfin bon, c'est l'idée quand même. C'est-à-dire que voilà, les personnages vont évoluer dans un monde à la fois détruit, surchauffé, à peu près difficilement vivable, et vont, j'imagine, une errance en France, parce que c'est le pays que je connais le moins mal, une espèce d'errance comme ça, au cours de laquelle ils vont rencontrer divers dangers, périls, et belles rencontres aussi. Et en alternance avec, j'ai une famille donc qui va dériver comme ça, ils sont 4. Enfin, je ne sais pas si tu les parents vite ou pas, je ne sais pas encore. Mais non, c'est important parce qu'après, entre le fait de faire dériver, errer comme ça 4 personnes, 2 adultes et 2 jeunes gens, 2 jeunes ados, ou 2 jeunes ados tout seuls, ça change tout sur le plan du contenu, évidemment. Et puis, en alternance, il y a un vieil homme il a 100 ou 110 ans, et lui, il va raconter sa propre aventure depuis 2021. Lui, il est né en 2021, et il a vu le monde s'effondrer. Et il va raconter ce qui s'est passé. Surchauffe climatique, effondrement économique, émeute et guerre. Voilà. On parlait de pessimisme tout à l'heure. Non, je voulais justement, Jean-Marie,
plus noir que noir, là, tu vas l'avoir encore. Non, parce que, non, alors ça, je ne crois pas, parce que enfin, tous les romans post-apocalyptiques, alors j'ai pas tout lu, hein, mais j'adore ce genre de littérature, tous les romans post-apocalyptiques que j'ai lus, et là, et je trouve que c'est ça qu'il faut, que je veux faire, en tout cas, se terminent tous par une éclaircie. Tous. Et donc là, il y aura une éclaircie. Je ne sais pas encore de quelle nature, mais il y aura une éclaircie. Je veux dire, le roman le plus noir que je connaisse, il s'intitule La Route, de Cormac McCarthy. Je pense que quelques-uns parmi vous l'ont lu, ou ont vu le film, qui est très fidèle et assez beau aussi. À la fin de La Route, le petit gamin, alors qu'il vient de tout perdre, son père vient de mourir, le petit gamin, il rencontre une famille. Et la famille lui dit, alors il a très peur, visiblement, qui sait, parce qu'en plus, il y a dans la route, il y a aussi des groupes qui cherchent à bouffer, et comme il n'y a plus rien à bouffer, ils sont cannibales. Donc évidemment, le gamin, il se méfie un peu, il n'a pas envie de se faire mordre, et les gens lui disent, bon, mais allez, tu viens avec nous. Et ça se termine comme ça. Même ce roman-là, qui est noir de chez noir, c'est-à-dire dans le roman de McCarthy, il n'y a plus rien à manger. Tout a brûlé, on ne sait pas pourquoi, il n'explique même pas. Tout a brûlé, tout est mort, il n'y a plus de cendres partout. Même l'eau est sale. Même l'eau des rivières n'arrive plus à retrouver sa clarté. Et pourtant, il y a ça à la fin. Mais dans d'autres bouquins, dans l'année du lion de Deon Meyer, il y a ça, il y a aussi des éclaircies, enfin partout. Donc voilà, je me rappelle aussi d'un bouquin de ce genre-là de Jack London qui s'appelle Le Talon de fer aussi. Jack London, il a écrit des nouvelles post-apocalyptiques. Alors, j'ai plus les titres en tête, mais il y avait le talon de fer qui était l'instauration d'un régime totalitaire sur l'ensemble de la planète, aux États-Unis en particulier sur l'ensemble de la planète. Et puis, il y avait un autre truc qui était aussi une histoire comme ça d'anticipation après destruction, et où là encore, les personnages essayaient de reconstruire quelque chose. Voilà. Bon. J'en suis là, quoi, pour l'instant. Je ne sais pas comment j'arriverai à faire tout ça. Je ne sais même pas si j'arriverai à le terminer, celui-là, parce que c'est tout nouveau pour moi. Mais et puis, il y a si longtemps que j'ai envie d'écrire ce genre de truc que, de toute façon, je vais au moins essayer. Après, j'ai d'autres idées de romans noirs, mais j'ai une idée de roman rigolo, noir, rigolo, j'aimerais bien écrire ça un jour, deux mecs qui décident d'enlever le DRH de leur boîte. Voilà, et ça, j'aimerais beaucoup faire ça. J'aimerais beaucoup faire ça, là. Deux bras cassés là qui. Mordilla a fait ça avec la brigade du rire. Hein? Gérard Mordilla a fait ça avec la brigade du rire. Ouais. Ah ouais? T'as pas lu ça? Non, j'ai pas lu ça. Ah ben merde, il a déjà fait celui-là. La brigade du rire, ça s'appelle. Ah, je vais regarder ça. Mais ça fait déjà un moment qu'il est sorti. Oui, ça fait 3-4 ans. Oui. Ouais, il écrit trop, Mordilla, il devrait se calmer. On va lui dire. Alors, mais, bon, je vais commencer en disant que je lirai sûrement ce bouquin apocalyptique si tu vas jusqu'au bout. Ça sera une occasion pour moi d'un voyage au bout de la nuit, parce que même si abondance de bien ne nuit pas, on ne peut pas dire que ce soit le genre de roman qui m'attire a priori. Tu as tort. Alors là, tu as tort, parce qu'il y a des merveilles. Hein. Mais sur le plan littéraire, il y a vraiment des merveilles. Il y a tout un tas de traîtres. Attends, je vais t'en montrer un. Qui ne cessent de dire ça. Là, et regarde. J'espère que vous l'apercevez. Oui, on l'aperçoit. La constellation du chien. Peter Heller. Je note quand même, mais c'est bien parce que c'est toi. Hein. Ah, c'est dur. Bon. Hein. Alors, je voulais passer à autre chose, enfin à autre chose par rapport à ça. Revenir plutôt sur, d'abord, d'une part, comment dirais-je, les lieux que tu choisis, il me semble que c'est de façon hyper dominante des lieux de la région. Bon, ça va quelquefois jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques et jusqu'aux montagnes, quelquefois jusqu'au sud, jusqu'au Nord-Médoc, bien sûr.
mais quand même, ce qui domine, c'est Bordeaux et les environnements de Bordeaux. Donc, si tu pouvais, par rapport à ça, peut-être un peu modifier ce que j'ai dit, même si, bien sûr, il y a Paris dans les deux romans d'avant la Commune et de juste après la Commune. Mais en dehors de ça, je voulais revenir quand même sur la question de la noirceur, parce que à propos du dernier roman, Traverser la nuit, j'ai autour de moi deux personnes qui ont déjà lu beaucoup de tes romans, qui les aiment et qui me disent, là, c'est vraiment le roman le plus noir de tous les romans noirs. Et pour ma part, je n'ai pas eu tout à fait cette… Je ne veux pas dire que c'est très rigolo, c'est même pas Tango Parano, mais je ne l'ai pas trouvé si noir que ça, en dehors du fait, bien sûr, qu'il a un côté sans issue. Bon, tu l'as dit, je crois, quand tu es passé chez Trapenard, à écrire La noirceur, on finit peut-être par susciter des lueurs. Ce que je voudrais te demander, c'est si tu percevais, toi, subjectivement ou objectivement, que tes romans étaient de plus en plus noirs, parce que je me demande si le lecteur ne réagit pas au dernier qu'il vient de lire en se disant « Oh là là, il est encore plus noir que les autres ». Parce qu'il me semble que, je ne sais pas moi, quand on pense dans l'ombre du brasier, bien sûr, mais aussi bien après la guerre, prendre les loups pour des chiens, les cœurs déchiquetés. Je ne sais pas si ton dernier roman est plus noir que ceux que je viens de citer, quoi. Voilà. Oui, mais après, les lecteurs s'emparent du bouquin comme ils peuvent et à la limite, ils font du livre quelque chose qui ne m'appartient plus. Donc, je trouve normal qu'ils aient des interprétations divergentes. Le truc, c'est que là, je pense que les gens trouvent que c'est noir parce que la fin est sans issue, oui, ou quasiment. Bon. Sans vouloir la dévoiler pour ceux qui n'auraient pas encore lu le truc. Mais, et tout ça parce que, par exemple, pour ne prendre que les romans noirs contemporains, dans Les Cœurs déchiquetés, à la fin, le petit Victor retrouve des gens chaleureux, émerge de sa presque noyade et se remet à flot, littéralement. Hein. On peut le penser comme ça. Dans Prendre les loups pour des chiens, c'est pareil. Il y a juste une petite allusion. La dernière phrase de dialogue, c'est voilà, on nous parle d'une petite fille qui est en train de jouer avec le chat, et puis le dernier mot, c'est j'arrive. Donc on peut imaginer que les personnages vont se retrouver. Et là, il peut y avoir aussi il y a une fin ouverte là, qui permet d'espérer le meilleur pour les personnages, alors que dans celui-là, non, je ne veux pas divulgacher, mais enfin bon, c'est vrai que là, on est contre le mur, quoi. Après, c'est vrai que l'écrivain, j'avais vraiment beaucoup de mal à me départir de l'espèce de, comment on va dire ça, de poisse dans laquelle j'évoluais en l'écrivant. J'avais vraiment du mal à trouver des ouvertures. Il y a quelques moments un peu festifs où les deux filles vont danser un soir, mais même ce moment-là se termine par une scène sexuelle un peu sordide à bord d'une bagnole. Même ces moments-là, j'arrivais pas à élever les personnages au-dessus du, comment on appelle ça, au-dessus du bourbier dans lequel il patauge, quoi. Voilà. Après, oui, c'est un roman très très noir. C'est peut-être aussi pour ça que le prochain ne sera pas un, quoi. Parce que j'ai quand même l'impression que en plus, j'ai du mal à imaginer autre chose. Je racontais pour rigoler cette histoire de type qui enlève leur DRH. J'ai une autre histoire aussi en tête, mais sur la noirceur, je sais pas comment dire. À part cette histoire de vertige que j'essaie de mettre dans un bocal que je ferme à double tour par l'écriture,
de façon un peu comme on enferme le mauvais génie dans son amphore, là, je vois pas sinon comment l'expliquer autrement. C'est vrai que c'est une pente chez moi. J'essaye de la combattre, mais en plus, je trouve que sur le plan littéraire et poétique, il est évident pour moi que la noirceur me parle plus au cœur que les récits heureux. Et en plus, je pense aussi que, je ne sais plus qui le disait parmi vous tout à l'heure, c'est aussi une façon de hurler, à s'en déchirer les cordes vocales, de hurler des cris de lucidité. Regardez où nous en sommes. Regardez ce qui hurle autour de nous. Et c'est, voilà. Peut-être que je peux essayer de l'analyser, de le comprendre comme ça. Là, je réfléchis en parlant. Là, parce que je sais toujours pas comment résoudre cette question, cette équation littéraire. Annick, tu souhaites Oui. dire quelques mots? Oui. Bonjour, monsieur Lecor. Bonjour. Je vais vous annoncer que vous aurez une prochaine lectrice parce que je ne vous ai jamais lu. Ah, c'est terrible ça. Eh bien oui, mais comme je suis une grande lectrice, j'aime à rencontrer toujours de nouvelles aventures. Et je partage beaucoup votre analyse déjà politique. Et j'ai beaucoup lu de livres de dystopie. Et justement, votre allusion à la route, c'est vraiment la dernière extrémité de la lutte climatique. Ouais. Parce que si on en arrive là, et justement, moi, je suis un peu perturbée par les points de convergence que l'on peut avoir de certains bouquins dystopiques et de la réalité que l'on partage. Et vraiment, ça m'inquiète. Et d'un autre côté, je suis admirative que les écrivains aient pu nous mettre en garde. Seulement, ce qu'il faut, c'est qu'on apprenne à lire et qu'on apprenne à anticiper avec eux pour changer la direction, relever la barre de nos vies. Oui, alors après, les écrivains nous avertissent à condition qu'on sache les écouter. Le problème, Voilà, c'est c'est que ce que je voulais le dire. problème, c'est après vous posez finalement toute la question de l'utilité ou de l'efficacité de la littérature. Je parle bien de la littérature romanesque. Je ne parle pas des essais de la réflexion, bon, de la théorie. Toute la question de l'utilité et de l'efficacité de la littérature, c'est-à-dire que il y a des moments où on me dit mais à quoi ça sert la littérature? J'ai envie de dire mais ça sert à rien. Ça sert à la rigueur, si ça doit servir à quelque chose, c'est à cette rencontre spéciale, intime entre le texte et entre l'auteur et le lecteur par le truchement du texte. Mais après, est-ce qu'il y a beaucoup de romans, si on ne parle que de ça, qui ont changé un jour le cours des choses? Je ne crois pas. Il y a quelques romans qui ont pu mettre l'accent sur tel ou tel événement passé historique ou quoi, en disant ah, mais tiens, c'est vrai, qui ont suscité des recherches. Je pense au bouquin de Didier Deninx là, sur le 17 octobre 61. Bon, c'est peut-être l'un des rares cas qu'on puisse évoquer, mais quand Hugo publie Les Misérables, qui est un énorme succès, est-ce que pour autant la condition ouvrière s'est améliorée en France fin du 19e et jusqu'au moins au Front populaire? C'est difficile de le dire parce que voilà un roman énorme, mondialement connu, traduit partout, lu par des millions de personnes et son effet du coup est plutôt limité. C'est pour ça que je m'interroge moi toujours. Après, c'est vrai que les dystopies, à une époque dans l'humain, il y a très longtemps,
dans l'UMA, il y avait, je crois que c'était le samedi, du temps où l'UMA paraissait encore le samedi, mais il y a longtemps. Il y avait un feuilleton, enfin un feuilleton. Il y avait un papier qui était écrit par un auteur de science-fiction qui s'appelait Serge Lehmann. Et Serge Lehmann disait, mais la science-fiction, finalement, elle a tout inventé. Par exemple, elle a inventé elle a mis en scène toutes les menaces qui nous guettent. Et il disait, par exemple, je pourrais presque aller jusqu'à dire que la science-fiction, comment dire, les architectes ont inventé l'autoroute et la science-fiction a inventé le carambolage. Et j'ai toujours gardé cette formule, cette formule de Lehmann en tête, en disant qu'effectivement, il y a les auteurs de science-fiction, j'en lis très peu parce que j'aime pas beaucoup ça. J'avoue que bon, les dystopies, j'y arrive, parce que là, du coup, j'arrive bien à me projeter, mais enfin, tout ce qui est délire technologique, space opéra et tout ça, j'ai du mal. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Mais bon, et ça m'a toujours intéressé de voir dans quelle mesure, effectivement, la littérature est capable d'anticiper. Voilà. Là, les romans noirs que j'écris, c'est des coups de gueule, des hurlements douloureux sur le présent, sur notre situation présente, et les dystopies sont des sortes d'avertissements ou d'avertissements plutôt philosophiques. Je pense à La Route, qui est un livre d'une profondeur incroyable, quoi. La relation entre ce père et ce fils. Enfin, bon, puis en plus, c'est un poème extraordinaire, c'est une langue superbe. Enfin voilà, mais je suis d'accord, hein, les écrivains préviennent bien souvent, en tout cas pour ce genre-là de la dystopie, et très peu de gens les écoutent. Et ça, c'est un vrai problème. Après, heureusement qu'ils sont là, puisqu'au moins on peut les lire. Mais j'ai peur que ça se limite à ça, quoi. C'est déjà pas mal. Et alors, je vais vous demander un conseil. Quel serait le livre que d'un de vos livres, quel est le livre à lire en premier pour connaître votre écriture? L'homme aux lèvres de saphir. Très bien. Très bien, Parce que merci. je crois que c'est on parlait de noirceur, je pense que c'est quand même le moins noir de tous. Parce qu'il est très feuilletonnant, il est très Mais je crains pas très les aventureux romans comme noirs, ça. Voilà. Je pense que celui-là, et puis en plus, sans vouloir me vanter, c'est un bouquin sur lequel j'ai plein depuis le temps qu'il est publié, j'ai plein de retours de gens qui sont super contents de l'avoir lu, quoi. Voilà. Très bien, merci. Bernard, un mot? Ou Gilles? Non, Bernard? Oui, je veux bien. En fait, je suis un peu surpris. Je m'attendais en venant à cette réunion à me retrouver dans une salle de 400 personnes et je me disais, je me casais bien au fond et passer totalement inaperçu. Moi, j'aurais une question sur la situation actuelle. Je partage un peu l'analyse sur comment dirais-je, politique sur les prochaines élections notamment, et l'effet un peu je sais pas comment dire, l'effet de sidération devant la situation dans laquelle on se trouve, où on va probablement encore une fois avoir à choisir entre la droite et l'extrême droite, bon, on a l'impression que la gauche est un phénomène du passé, mais il y a quelque chose qui, dans cette situation un peu compliquée dans laquelle on est, il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué, qui m'inquiète encore plus que cela peut-être. C'est juste un sondage qui est paru ces jours-ci dans la presse, où l'on disait que du point de vue des jeunes, la laïcité était quelque chose qui était finalement assez peu important, qui ne partageait pas vraiment cette notion qui pour nous est quand même, je pense, pour moi en tout cas, est fondamentale. Et par exemple, que les jeunes rejetaient le droit au blasphème, par exemple. Enfin, les jeunes, qu'une part non négligeable des jeunes qui ont été interrogés avaient une notion beaucoup plus souple de la laïcité,
même pas souple, mais disons, ne considérez pas ça comme très important. J'aimerais savoir quel est votre point de vue à ce sujet. Oh là là, on a la nuit. Je ne sais pas. Donc, ce sondage, oui, j'en ai entendu parler à la radio. Après, moi, tant que je n'ai pas vu les questions d'un sondage et la façon dont elles ont été conjuguées et ordonnées, je me méfie un peu. Après, pour cette histoire de droit au blasphème, oui, j'avais entendu ça. En gros, je crois que la jeunesse telle qu'elle est aujourd'hui, alors ce sont vraiment des hypothèses très très personnelles et peut-être idiotes. On a habitué les jeunes à l'école, et puis dans les médias, et puis dans tout on les a habitués à être tolérants. On les a habitués à dire, finalement, tout le monde a le droit de s'exprimer, mais il ne faut pas choquer, il ne faut pas être provocateur. Il faut que tout se passe dans une espèce de consensus qu'on qualifierait nous tous là ici de mou, et que finalement, la vivacité et pourquoi pas la violence d'une certaine de la jeunesse telle qu'on pouvait l'imaginer encore dans les années 70 par exemple, a été totalement éteinte. Du coup, je suis pas très étonné qu'il soit dans une espèce de tolérance molle. On est d'accord avec tout, mais il ne faut pas que ça parle trop fort. Une espèce de tolérance centriste finalement. Et ça ne m'étonne pas que, quand même, ils vont un peu loin. Il ne faut pas aller trop loin. Alors, Charlie Hebdo, ils vont un peu loin. Les blasphémateurs, non, il faut respecter toutes les opinions. Et moi, j'ai l'impression qu'on est dans cette espèce de mollesse d'esprit, de paresse d'esprit. Après, j'aimerais savoir exactement ce que savent les jeunes gens qui ont été interrogés de la laïcité. Est-ce qu'ils cernent vraiment exactement ce que c'est quand on voit les débats qu'il y a actuellement, parmi les intellectuels y compris, les débats qu'il y a actuellement pour la définir. C'est-à-dire qu'en gros, on prend 4 ou 5 personnalités et les 4 ou 5 ont une définition différente de la laïcité. Donc là, j'ai l'impression que c'est exactement le débat piégé. En plus, ce sont des débats de diversion, il me semble. On pourrait peut-être… pourquoi est-ce qu'on n'interroge pas la jeunesse sur son pouvoir d'achat, sur ses conditions de vie, de travail ou de chômage, hein. Non, on préfère plutôt les interroger sur ce qui, sur ce qui va nourrir encore cette espèce de mollesse généralisée, oui, de centrisme finalement. Tout ce qui dépasse, ou bien c'est stalinien, ou c'est populiste, ou c'est fasciste, et on reste dans le ventre mou là. Finalement de la non-opinion. Il ne faut pas parler trop fort. Moi, je le comprends ça, comme ça, moi, bêtement. J'ai l'impression. Katia, tu souhaites dire un mot? Oui, juste un petit mot pour remercier Hervé de m'avoir fait découvrir ce livre. Je ne sais pas si vous le voyez. Betty. Betty. De Tiffany McDaniel. Ouais. Et je l'ai lu. D'ailleurs, il y a… Récent, ça. Oui, c'est récent. Oui, c'est récent. Et, oui, c'est un bouquin qui est sorti à la rentrée, ça. Ouais. Ouais. Et je l'ai lu et c'est vraiment le genre de littérature qui me plaît, moi, aussi. Cette façon qu'elle a. Si quelqu'un veut en profiter, et si tu veux en dire 2 mots, même si oui, très vite, je ne veux pas vous saouler avec ça, mais tu pourras en parler tout aussi bien, toi. Hein. Parce que, voilà, c'est un bouquin de… la Betty en question, la narratrice, est une fille d'origine indienne, aux États-Unis, donc, indienne des États-Unis, d'Amérique du Nord. Et elle est élevée par un père qui est une sorte de chaman, et par une mère qui, curieusement, a l'air un petit peu… est un petit peu en marge. C'est un personnage qui paraît un petit peu éteint, qui est
qui ne s'allume que par moments, comme ça. On ne sait pas trop pourquoi. On le découvre à la longue. Et Betty, elle va raconter son enfance de jeune indienne, discriminée violemment à l'école, une institutrice qui est une saloperie. Enfin, bref, on imagine mal que les natifs américains aient pu être traités de cette façon par des enseignants. Donc, on imagine ce que ça a pu être quand c'était des flics ou l'administration. Et puis, petit à petit, elle va raconter sa vie avec ses deux sœurs et son petit frère. Alors, il y a un petit garçon, un petit frère qui est tout à fait extraordinaire, il a l'air bizarre, il doit être, on imagine qu'il est peut-être un peu autiste, ce gosse, il est toujours un peu décalé, c'est un très très beau personnage. Et puis, Betty va raconter petit à petit, oui, elle a deux frères et deux sœurs. Et elle va raconter petit à petit le drame, quoi, découvrir très très lentement, très petit à petit le secret qui hante cette famille, quoi. Et c'est très beau, c'est fait sans pathos et c'est très douloureux pourtant. Et si vous avez envie de vous aventurer dans le livre, surtout, moi en tout cas l'impression que j'ai eue, les 50-70 premières pages, j'ai failli le laisser tomber. Parce que on se farcit comment on va dire ça, les formules du père qui a devant toute occasion de la vie, toujours un jugement moral, un peu sacré, un peu magique. Et il a comme ça des formules qui ont l'air comme ça de résumer la vie, et c'est très très chiant. On se dit, mais lui, là, ça va pas. Si c'est ça pendant 500 pages, je laisse tomber. Et puis petit à petit, Betty prend le dessus. Le père cesse un peu ses imprécations, en quelque sorte, et là, on entre dans le vif du sujet, et ça devient vraiment, c'est un magnifique roman de femmes sur les femmes, enfin, c'est vraiment très, 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 très fort, quoi. Et puis, c'est pas un roman didactique ni revendicatif, ça dit les choses, point. Et les choses, elles sont pas très tendres, c'est sûr. Moi, j'ai beaucoup aimé. Parmi les personnes qui ne sont pas intervenues jusque-là, qui est-ce qui souhaite prendre la parole? Julie, je ne sais pas si c'est Georges, mais c'est pas un problème. Anne-Marie? Josiane? Je voudrais dire quelque chose. Annick, vas-y. Alors, j'ai retrouvé le titre de Jack London, c'est La peste écarlate. Ah ouais. Ça, c'est vachement. J'avais été très impressionnée quand je l'ai lu, parce que je l'ai lu en 2008. Et je n'étais pas à l'époque très versée dans les romans dystopiques. Ouais. Oui, c'est très impressionnant. Oui, ça me revient là maintenant. Ça, c'était très fort. C'est un petit peu le même procédé. C'est un homme et un enfant, un vieillard et un enfant. Ouais. Et autant que je me rappelle, ils essayent de reconstruire quelque chose. Ils essayent de retrouver les vieilles technologies, les vieilles techniques pour reconstruire la civilisation. C'est ça l'idée. Hein, oui, absolument. Oui. Ouais. Ah, ça, c'est bien. Jack London, de toute façon, c'est riche. Hein. Jack London, moi, j'en ai lu plein. Hein. À l'époque, il était chez 10-18, là. Qu'est-ce que c'était bien, ce truc. Ça, Martin Eden aussi. Josiane? Michel, un dernier mot? MAUX? Vincent? Je dirais que j'entends tous ceux qui interviennent, Hervé compris, et presque chacun d'entre nous évoque un bouquin, propose un bouquin, etc. Et ça me rappelle, il y a ça très longtemps qu'Hervé avait animé une sorte d'atelier lecture qui a été éphémère, mais dont je me souviens encore parce que c'était vraiment très intéressant. C'est-à-dire on discutait à bâton rompu ou sans rompre aucun bâton des bouquins qu'on avait lus et des envies qu'on avait de faire partager nos lectures, quoi. Et là, ce soir, eh bien, ça me semble tout à fait bienvenu. C'est ce qu'on commence à se dire et à faire, quoi. Voilà.
Bon, et de ce point de vue-là, je vais quand même parler d'un bouquin que j'ai trouvé parmi les plus forts, les plus puissants, les plus terribles et les plus exaltants, un bouquin d'un Canadien apparemment qui a écrit très très peu, quoi. Ça doit être son premier roman ou un de ses premiers romans, et qui s'appelle Querelle, en référence directe à Querelle de Brest de Jean Genet, et qui raconte entre autres une grève extrêmement dure au Canada dans une entreprise de menuiserie de forestiers, quoi. Et c'est un roman parmi lesquels, enfin, un de ceux qui m'ont marqué le plus dans ce que j'ai pu lire dans la dernière période. Mais je remercie beaucoup Hervé et beaucoup tous ceux qui ont participé, échangé dans ces conditions d'autant plus frustrantes que, bien sûr, on aurait eu grand plaisir à échanger sans les écrans, même s'ils nous permettent de nous voir, ils nous empêchent évidemment d'être dans un contact plus direct. Mais ouais, ça c'est compliqué. Il y a Jo qui souhaite intervenir. Non, mais Vas-y. Jo, non? non, non. Bon. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une souhaite évoquer quelque chose? Non, mais on va laisser Hervé, disons, terminer cette soirée, au moins pour cette soirée. Je crois que je vais aller voir la suite d'Hippocrate, tiens. Hypocrite. Hein? Non, il te traite d'hypocrite, Vincent. Ah non, non. Personnellement, moi, je te remercie beaucoup. Ben, merci à vous, c'est sympa comme tout. Passion. Malgré les conditions distantes. Qui était un peu compliqué, mais bon, Ouais. par trouver un compromis acceptable pour utiliser. Ça va. En tout cas, moi, je ne sais pas du tout comment sera l'avenir, hein, mais en tout cas, il y a des gens qui continuent à relever la tête. Et de ce point de vue-là, pour ceux qui ont envie de continuer à travailler un petit peu sur la période, et notamment sur le secteur ce qui se passe sur le secteur de la culture et des arts, je vous invite au bistrot politique demain soir avec Framboise Timonier, où on essaiera d'échanger un petit peu sur le contexte social et politique au travers des luttes qui se mènent dans les milieux de la culture. Merci. Ben, merci à vous. Au revoir. Salut. Si. Salut, À très bientôt. Salut à tous. Salut Katia, salut les autres.